exclu de façon définitive de l'université Cheikh Anta Diop. Le motif évoqué, paralysie du système d'enseignement. Le collectif des amicales de l'université qualifie cette décision d'excès de pouvoir. La décision qui a été prise est une décision exagérée. Il faut oser le dire. Je ne peux pas comprendre qu'on ait à exclure des étudiants, des représentants des étudiants, des délégués qui ont quoi? Le mandat de leur père, et qu'on les exclut comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de défendre l'intérêt de qui? Des étudiants. Pour les concernés, cette sanction est arbitraire. Ils précisent qu'ils ne sont pas les auteurs de ce dont on les accuse. Ils ont dit que nous étions à l'origine des perturbations, batailles rangées et paralysie totale du système lors de la journée d'intégration de l'amicale des étudiants de la FASEC. Et bon, tous les journalistes étaient présents lors de cette journée d'intégration, que c'est moi-même le président de la commission sociale qui avait organisé cette journée d'intégration. Et ce n'était même pas à la FASEC, mais c'était au campus social. Les étudiants ne vont pas se laisser faire, ils comptent épuiser toutes les voies qui s'offrent à eux. On a tenté à la médiation, aussi à vraiment trouver un consensus fort au niveau de l'université. Mais ceci n'étant pas acquis, on a saisi aussi la juridiction pour que cette justice casse cette verdict. Même si les faits sur lesquels on est basé pour nous sanctionner étaient avérés même, je pense que c'est très exagérant. Alioune Ning, le président de la commission sociale de la FASEC, son adjoint Cheikh Tidiane Diop et Mamoun Diong, commissaire aux comptes, sont les étudiants exclus par la commission de discipline de la FASEC. Éducation toujours, les syndicats d'enseignants préoccupés par la situation du groupe Yafou Selim, ils entendent exprimer leur position sur cette affaire dans les jours à venir. Toutefois, ils soutiennent que cette école est une propriété privée et qu'il ne faut pas la retirer du système éducatif sénégalais pour le bon vouloir du président turc Erdogan. Le CMS-QCEMS et l'UDEN étaient ce matin dans les locaux de l'établissement pour s'enquérir des faits de ces derniers jours. Ibrahim Fall était sur place. Le CMS-QCEMS, l'UDEN et le Sud-Est sont venus prendre acte de ce qui se trame ces derniers jours à Yavuz Selim. Soucieux, ces acteurs du système éducatif souhaitent que la qualité de l'enseignement continue d'être une réalité dans cet établissement. Nous sommes des acteurs du système éducatif. Le combat que nous menons, c'est pour la qualité des enseignements-apprentissages. C'est pour la revalorisation et la réhabilitation de la fonction enseignante. Nous avons bien écouté les responsables de ce groupe scolaire qui nous ont donné toutes les informations. Ce qui se passe à Yavuz Selim en pleine année scolaire risque de perturber les apprenants et de mettre les parents d'élèves dans une situation, dans des difficultés énormes. Dans les jours qui viennent, ces représentants syndicaux vont prendre position sur la question. Pour eux, il est hors de question que l'école sénégalaise soit sacrifiée. Ces mesures risquent même de remettre en cause la souveraineté de notre pays. Nous avons reçu des documents, nous avons bien écouté les autorités, nous allons informer nos instances et nous allons prendre les décisions qui s'imposent. Mais en tout état de cause, le QCEMS reste fidèle à ses principes. La défense de l'école, du système éducatif, d'un système éducatif de qualité, le droit à l'éducation. Aujourd'hui, le transfert de la gestion de Yavuz Selim préoccupe plus d'un. Après parents d'élèves, professeurs, organisations de la société civile et droits de l'hommiste, c'est au tour des enseignants d'entrer dans la danse. Transition toute trouvée pour nous intéresser au niveau du bien-être de l'enfant en Afrique. Il est déplorable, c'est ce qui ressort du rapport africain 2016 consacré à cette couche de la population. Une initiative de l'ACPF, African Child Policy Forum, en partenariat avec l'Observatoire international de la démocratie et de la gestion des crises et conflits. Objectif de ce document, déceler les forces de faiblesse des politiques gouvernementales de la prise en charge de l'enfant. Les précisions de Léna Sarr. En Afrique, seul 10% du budget des États est consacré aux enfants.
Un taux faible qui témoigne du niveau déplorable du bien-être des enfants tel que relevé par le rapport africain sur le bien-être de l'enfant édition 2016. De son côté, le Sénégal figure en bonne place en matière de prise en charge de la couche juvénile. Le programme de retrait des enfants de la rue est cité en exemple. À ce jour, nous avons réussi à retirer un peu plus de 1200 enfants de la rue, composés d'enfants sénégalais et d'enfants non sénégalais, notamment des pays de la sous-région. Globalement, nous avons, durant les 6 mois que conduit cette opération, accompagné aussi bien les familles, c'est-à-dire les femmes avec les enfants qu'on a trouvés au niveau des feux rouges, que les maîtres coraniques qui étaient en charge de l'éducation de ces enfants. Les enfants africains sont pour la plupart victimes de toutes sortes de violences, d'où l'importance de mener des actions concrètes de protection. Pour relever un tel défi, les moyens financiers doivent suivre. Pour une mise en œuvre efficace des droits de l'enfant, la centralité en fait de la roue, c'est le mécanisme permanent de coordination étatique afin d'assurer la mise en œuvre effective des droits de l'enfant. Élaborer une stratégie complète et un plan d'action pour les enfants avec des objectifs réalisables, allouer des ressources humaines et financières adéquates, avoir des mécanismes de surveillance ou de reporting et de redevabilité, renforcer les institutions indépendantes des droits humains pour les enfants. Dans la majorité des pays africains, les enfants constituent des maillons faibles dans les sociétés. Avec un tel rapport, l'idée est d'amener les États à passer de la réflexion à l'action afin de résoudre les difficultés rencontrées par les enfants concernant l'accès à l'éducation, la santé, la sécurité, le bien-être. La Fédération Pencum Dakaro a paraphé ce lundi des protocoles d'accord avec les IEF des Parcelles Assainies, des Almadies, Pikine, Guédiawaye et Diamniadio, des partenariats axés sur l'éducation des enfants qui contribueront à améliorer les conditions d'études des établissements primaires pour une éducation de qualité. Ces projets seront mis en œuvre cette année par la Fédération pour une gestion inclusive et participative des écoles, un travail de Djibi Sardioni. La Fédération Pencum Dakaro et les services déconcentrés de l'État en charge de l'éducation se donnent la main pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de l'élémentaire. Un programme qui touche aussi la petite enfance, une aubaine pour les inspections de l'éducation et de la formation ciblée. Cette signature est une opportunité pour nous, dans la mesure où nous avons des préoccupations dans le domaine de la qualité de la gouvernance. Et le contenu du protocole nous permet de former des enseignants en mathématiques, en français et peut-être dans d'autres disciplines. Mais également, ce protocole-là nous permet de prendre en charge la formation des membres des CGE. Pour l'atteinte des résultats escomptés, il urge d'impliquer toutes les parties prenantes. Ainsi, des projets sont mis en œuvre cette année par la Fédération pour développer l'éducation à travers l'assistanat. Vous savez, dans nos stratégies, on intervient sur 3 à 4 tranches d'âge. C'est les 0,5 ans qui concernent les tout petits. Il y a les 6-14 ans qui sont au niveau de l'élémentaire. Il y a les 15-24 ans qui sont au niveau du collège, du lycée et parfois à l'université. Il y a également les familles, notamment les femmes qui interviennent en tant que dispensatrices de soins pour les enfants qui sont nos cibles. Et donc c'est sur la base de cette stratégie-là qu'on a élaboré les différents projets. La Fédération entend mobiliser tous les moyens pour réussir la stratégie de son partenaire Child Fund qu'il a adopté. Ainsi, un budget de près de 27 millions a été mis sur la table. Djibi Sardioni, pendant ce temps, à Saint-Louis, les élèves ne lisent plus. C'est tout le sens de la 5e édition de la Fête internationale du livre. Les organisateurs déplorent cet état de fait. Ils font ici le diagnostic sans complaisance de la situation et proposent des solutions, suivant respectivement les propos du professeur Alpha Amadoussi, président du comité d'organisation, et Alioune Badara Coulibaly, président du cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis, au micro de Gambi Diagne. Les élèves ont bon dos. En réalité, ce n'est pas seulement qu'ils ne lisent pas les élèves, mais que font les professeurs, que font les parents d'élèves, que font les enseignants, quel effort qu'on a fourni. Aujourd'hui, on a fait l'effort de créer cette fête du livre.
Est-ce que les parents nous ont soutenus comme cela se devait? Avez-vous vu assez d'enseignants ici? Donc les élèves ont bon dos, les élèves sont ce que sont leurs professeurs. Mais aussi, comme on le dit, si les adultes ne lisent pas, parce que l'enfant, en pédagogie c'est simple, l'enfant c'est l'imitation. Alors donc, puisque l'enfant imite, il ne fait qu'imiter ce qu'il voit ses parents faire. Donc si les parents lisent, il va lire, s'ils ne le font pas aussi, l'enfant imite. Et aussi que les professeurs aussi participent à ce travail-là. Il ne suffit pas seulement d'enseigner, mais aussi l'enfant est imité quand il voit son professeur aussi prendre des livres. Je crois qu'il nous faut installer la culture du livre dans notre vie quotidienne. Ils sont ce que sont leurs parents. À nous de les initier courageusement. C'est pourquoi je me dois de remercier non seulement tous les écrivains, mais vous de la presse. Parce que vous travaillez inlassablement et je crois que c'est un pas important. Et si toutes les énergies sont fédérées, il est évident que ça ira mieux pour tout le monde. Les écrivains connaissent des difficultés. D'abord, se faire publier, c'est difficile. C'est difficile de se faire publier. Et ensuite, il n'y a pas de diffusion ni de promotion aussi du livre. Alors c'est regrettable. Si l'éditeur vous publie et ensuite ne fait pas votre promotion et la diffusion, je crois que le livre ne pourra pas aller loin. Alors quand il revient maintenant à l'écrivain de faire lui-même sa propre promotion, vous savez qu'il est en train de faire du commerce, ce qui ne lui revient pas. Parlons à présent de la journée de sensibilisation sur les méfaits de la drogue et la prise en charge des consommateurs de ces substances. C'était ce dimanche à la Médina, une initiative du réseau des intervenants de la société civile sur les drogues. Selon le président de cette structure, plus de 1300 personnes qui utilisent des drogues ont été recensées en 2011, des faits qui interpellent les autorités, de même que la population, nous dit Abdoulaye Ndiaye. Cette journée a réuni des experts de la communication et en santé publique à la Médina. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des connaissances sur les dommages socio-sanitaires liés à l'usage des drogues et les bénéfices de l'accès aux soins pour les consommateurs de ces stupéfiants. Il s'agit de mener une série d'actions qui visent à rendre l'environnement dans lequel nous évoluons favorable à l'accès aux soins pour les consommateurs de drogue, mais aussi dans le cadre du respect de leurs droits. D'après une enquête faite en 2011, presque une partie de la population est exposée à l'usage de la drogue. Le président de ce réseau estime que le nombre s'élève à 1324. À la date du 31 octobre, nous étions à plus de 600 patients qui sont suivis au niveau du centre. Mais quand nous avons fait l'enquête en 2011, nous avions estimé la taille de la population des consommateurs de drogue injectables, je veux dire l'héroïne et la cocaïne 4, à 1324 individus. C'est une population qui a tendance à se cacher, qui a du mal à fréquenter les structures de soins. Et ces séries de manifestations peuvent aussi encourager, leur donner plus de confiance pour venir fréquenter la structure. Pour corriger ce gap, des efforts s'imposent, tant du côté des autorités que des populations. C'est qu'il faut dire qu'il y a encore un gap à combler par rapport à l'estimation initiale. Donc il y a des efforts à faire à ce niveau. Les moyens ne suffiront jamais, mais je pense qu'il faut qu'on commence petit à petit et puis bon, ça va monter en puissance. Et je pense qu'avec l'aide des populations et des autorités, nous pourrons émailler un peu le pays. Cette journée a été organisée en collaboration avec l'association d'Oumoubatouar et les acteurs de développement de la Médina, une façon de sensibiliser les jeunes de cette localité sur les dangers de la drogue. Je l'annonçais en début d'édition, la mer connaît depuis le début du week-end dernier une houle qui va se poursuivre jusqu'à mardi. Une prévision des services de la NACIM, situation qui cause des désagréments aux pêcheurs de Yoff Tongor qui ont décidé de se conformer aux consignes de la structure météorologique. Toutefois, certains d'entre eux n'hésitent pas à braver le danger pour subvenir à leurs besoins. Selon eux, ils ne peuvent se permettre de s'offrir un congé face aux difficultés de la vie. Un sujet d'Elhadj Moussabe. Cela fait 2 jours que la mer est agitée par une houle. Mouvement d'ondulation qui se poursuivra jusqu'au 20 du mois, selon les prévisions de la NACIM. À la plage de Yoff, des pêcheurs se sont bien conformés aux directives de la NACIM. La mer est très agitée. Il est de notre responsabilité de prendre congé. C'est bien de se conformer aux consignes de la météo. Nous suivons de près les consignes de la NACIM. Nous sommes des pères de famille et nous devons nous référer à leurs directives au risque de sacrifier nos vies. Cette mise en garde de la NACIM n'a pas empêché quelques récalcitrants.
de braver l'interdiction. Sans la mer, nous ne pouvons rien faire. C'est avec la pêche que nous parvenons à subvenir à nos besoins. Rester là à attendre qu'elle se calme ne fait qu'empirer les choses. Des fois, la NACIM donne des informations qui ne tiennent pas. En plus, nous sommes des pères de famille. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. La situation cause cependant d'énormes difficultés aux pêcheurs qui ont préféré se référer aux consignes de la structure météorologique. C'est très difficile de chômer alors que la famille nous attend sur les dépenses. Dans ce contexte où nous ne pouvons pas aller en mer, vous voyez les problèmes, ce que ça donne. En ce début de la période de fraîcheur, ces pêcheurs se plaignent de la cherté du matériel sécuritaire et sollicitent l'appui des autorités pour mener convenablement leur activité. Nous ne pouvons pas avoir tout le matériel qu'il faut. Ça coûte trop cher. Les bâches s'acquièrent à 80 000 francs CFA. Nous voulons en avoir 4 pour chaque pirogue. C'est quasi impossible. Les accessoires maritimes sont trop chers. Ils sont intouchables. Le carburant coûte cher. Idem pour les bâches. La plage de Tongor abrite le quai de pêche de Yoff récemment inauguré par le Premier ministre. Le projet a coûté 400 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Intéressons-nous à la situation en Gambie. Le chef de file de la JPADS, Authentique, invite le président déchu Yaya Jammeh à quitter le pouvoir. Landing Savané estime qu'il doit respecter le choix du peuple. Toutefois, il écarte toute option militaire pour déguerpir le dictateur gambien. Le leader de la JPADS prône le dialogue. Voici Landing Savané au micro de Abdoulaye Onyanga. Yaya Jammeh qui conteste aujourd'hui les résultats ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est lui qui a organisé les élections. Donc même si les résultats étaient contestables, lui ne devrait pas les contester. Il devrait aller dans le sens des résultats des élections qu'il a organisées. Et le meilleur conseil que nous pouvons lui donner, c'est qu'il a intérêt, il le sait, je pense, et peut-être qu'il y a des négociations qui doivent finaliser les modalités. Il sait qu'il a intérêt à partir et laisser le peuple gambien vraiment assumer son destin et ses choix. Les gens sont en train de discuter avec lui. Il est en Gambie, il ne peut pas sortir de la Gambie. Donc il n'y a aucune urgence à avoir une intervention musclée. Non, nous sommes des partisans du dialogue. Nous estimons qu'on peut obtenir beaucoup de résultats par le dialogue et c'est dans l'intérêt de l'Afrique qu'on règle les conflits par le dialogue et pas par d'autres moyens. Allons à Barkedji, c'est dans le département de Linguère. La localité est en train d'œuvrer pour la réélection du président Macky Sall. L'initiative est du directeur de la modernisation de l'équipement rural. Samba Diobenka enclenche ainsi la remobilisation des troupes et par ricochet une rude bataille de positionnement dans le Djolof. Voyons cela avec Mansourso. Barkedji, une localité du Sénégal située dans le département de Linguère et la région de Louga. Ici, l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall, a fini d'étaler son hégémonie. Ce meeting de remobilisation des troupes en est une parfaite illustration. Ce que nous avons commencé à Dara, nous l'avons aussi prévu pour tout le département. Parce que, comme vous le savez, certes, nous sommes de Dara en tant que militants, mais nous sommes du département de Linguère en tant que responsable politique. Et les attentes fusent de partout. Et le président de la République est conscient de ça. Il est en train de faire énormément d'efforts pour vraiment soulager les populations. Les réalisations du chef de l'État dans le Djolof ont fini de faire de lui le maître du jeu dans cette localité. Selon le directeur de la modernisation et de l'équipement rural, la réélection du président Macky Sall en 2019 ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation. Le chef de l'État en personne a donné des instructions fermes pour que sur ces 42,5 milliards, que les 7,5 milliards soient destinés au matériel pastoral. Sur ce plan-là, je me dis que c'est une manne financière importante que nous allons injecter dans le secteur de l'élevage et au profit de tous les éleveurs du Sénégal. Samba Diobenka a ainsi réussi le pari de la mobilisation. Barkedji a mis les petits plats dans les grands pour accueillir un bénéfice du terroir. Ce qui, sans nul doute, augure une rude bataille de positionnement dans le Djolof. Je l'annonçais en titre, mois de décembre, synonyme de festivité. Beaucoup de magasins prennent le soin de décorer leurs vitrines. Des sapins de Noël, des jeux de lumière, entre autres, sont exposés pour attirer la clientèle. De quoi égayer la curiosité des tout-petits, mais aussi des grands. Toutefois, certains marchands ambulants se plaignent d'être délaissés au profit des magasins. Ndeye Fatim Lo a fait un tour au centre-ville. Regardez.
De l'année au niveau du centre-ville, certains commerces affichent un visage festif. Chacun rivalise d'astuces pour des décorations de Noël. Boules, guirlandes, en passant par le sapin de Noël, rien n'est laissé en rade. C'est pour faire la différence parce que la fête de Noël, c'est l'une des fêtes les plus importantes chez nous. Et spécialement, c'est pour ressortir le côté festif de Noël, le côté joyeux de Noël, le côté enfantin de Noël. C'est pour un peu ressentir, disons, au pays un peu d'ambiance, de fête, voilà quoi, de mettre un peu de couleur, de lumière. Et c'est une fois dans l'année, c'est juste le mois de décembre, donc on essaye d'égayer un petit peu. Beaucoup viennent regarder, même des petits-enfants, ils regardent, ils touchent. Peu importe le coût, chaque année les décorations sont changées, elles sont de plus en plus jolies, affirment ces gérants. On dépense chaque année, on renouvelle un peu la décoration, mais bon, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'effet que ça ressort. Je change chaque année, je change un petit peu. Bon, l'année dernière, c'était blanc et argenté, pardon. Cette année, j'ai mis du rouge et du blanc. Pour ce marchand ambulant, durant cette période, la vente de décorations marche bien. Cependant, certains Sénégalais minimisent leurs produits. Ils préfèrent acheter dans les magasins. Je vends des boules, des sapins, des lampes. Mais après les événements, je change de marchandises. Ça marche à merveille. Mais beaucoup de Sénégalais préfèrent acheter dans les magasins et c'est déplorable. Noël oblige, les commerces changent de visage. Chacun fait en sorte de faire vivre à travers sa vitrine la magie de Noël tout en attirant les clients. Les Dents de la Mer, résidence du président poète Léopold Sédar Senghor, rachetée par l'État du Sénégal et érigée en musée, a servi de point de retour aux sources lundi pour le Parti socialiste. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, par ailleurs patron des socialistes, a effectué une visite symbolique sur les lieux. Une occasion pour revenir sur le parcours d'un homme qui inspire de par ses enseignements. Ousmane Tanor Dieng exhorte la jeune génération à s'inspirer de ce modèle. Nous l'écoutons au micro de Adjara Bonarti. La particularité, c'est que le thème que nous avons choisi cette année, c'est l'actualité de la pensée de Léopold Sédar Senghor. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à de grands défis, le défi terroriste, le défi migratoire, le défi climatique. Alors, face à ces défis, maintenant, quelle réponse pouvons-nous trouver en nous inspirant de ce que Senghor a fait? Cette maison gagnerait à être plus connue. Et nous allons participer avec elle, à côté d'elle, pour faire la promotion vraiment de ce musée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître, que les jeunes, que les Sénégalais doivent connaître. Mais vous ne pouvez pas avoir un parti de masse dans lequel il n'y ait pas quotidiennement des débats, des contradictions, des divergences. Ça, c'est ça qui fait vivre justement ces partis-là. Ce n'est pas grave. C'est du dehors qu'on pense que la maison, elle va brûler, ça va sauter. Et vous vous rendrez chaque compte qu'on retombe sur nos pieds. Voilà, on va se retrouver. Nous en venons au dossier de ce soir. 7000 personnes souffrent d'asthme au Sénégal. Un chiffre publié par les autorités sanitaires. Une maladie au traitement onéreux. Toutefois, il est possible de la canaliser. C'est à cet effet que l'hôpital Fann a mis en place l'école de l'asthme afin de mieux accompagner les patients. Éviter les allergènes, l'humidité et la fumée sont entre autres les précautions à prendre pour les malades. Pour éviter les crises, c'est l'affaire de Ndeye Fatimlo. L'asthme est une maladie non contagieuse caractérisée par l'inflammation des voies aériennes. Les antécédents d'asthme dans la famille exposent à une susceptibilité à présenter la maladie. À cause de nombreux facteurs, la population de patients asthmatiques a largement augmenté au Sénégal. Il y a une croissance assez importante, quasiment un doublement. C'est lié à plusieurs facteurs. Il y a certes le facteur génétique, mais il y a un gros facteur extrêmement important qui est le facteur environnemental. Donc avec la pollution atmosphérique, donc la pollution de l'air extérieur, mais également la pollution de l'air intérieur. Et parmi cette pollution de l'air intérieur, il y a la notion de tabagisme, mais il y a également la notion d'utilisation d'encens que les femmes aiment bien faire dans les maisons. 250 000 personnes meurent chaque année de l'asthme dans le monde. C'est une maladie incurable, mais qu'on peut contrôler. La base du contrôle de l'asthme, c'est essentiellement l'éducation thérapeutique. Et dans cette éducation thérapeutique, c'est apprendre aux patients à connaître leur maladie,
à savoir ce qui déclenche leur crise d'asthme, à savoir comment les éviter, et également l'éducation par rapport au traitement qu'ils doivent prendre pour essayer d'espacer leur crise et essayer de réduire la gravité de ces crises. Nous avons les asthmatiques équilibrés qui jouent leur rôle et qui maîtrisent leurs médicaments et qui maîtrisent leur prise en charge. Ainsi, à l'hôpital Fann, l'école de l'asthme a été mise en place afin d'aider les patients à mieux maîtriser leur maladie et de partager leurs expériences. L'école de l'asthme fait partie intégrante de l'éducation thérapeutique de l'asthmatique. C'est un espace d'échange qui regroupe à la fois les pneumologues, les allergologues, le psychologue, le kinésithérapeute, le patient bien sûr, son entourage, ses parents s'il s'agit d'un enfant. Donc c'est un cadre d'échange avec le patient. Pour l'instant, nous l'avons initié au service de pneumologie et nous comptons installer ces écoles de l'asthme dans chaque structure sanitaire. L'asthme est une maladie aux charges lourdes. Maman Mané, asthmatique de même que ses 3 enfants, est confrontée à d'énormes difficultés, surtout quand une crise d'asthme survient. Ce que je rencontre toujours, les difficultés, ce sont les médicaments. Surtout si je tombe en crise ou bien mes enfants tombent en crise. Si je n'ai pas d'argent, j'ai des problèmes pour avoir beaucoup, pour aller au district pour avoir des médicaments pour me soigner. Et les médicaments coûtent cher parce que si tu parti au niveau de pneumologue, au FAFAN, bon, tu vas faire la consultation d'abord. On va te faire encore des masques. On va faire un masque de 2000 francs. Après, on va te prescrire des ordonnances. Les ordonnances, presque, c'est à 30 000 francs. Les acariens, la fumée, les allergènes animaux ou alimentaires sont entre autres choses à éviter afin de prémunir les asthmatiques contre une crise. Il faut éviter ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Ça peut être la poussière de maison, la poussière de stockage. C'est également tout ce qui est fumé, que ce soit la fumée de tabac, la fumée d'encens. C'est aussi les odeurs, les fortes odeurs, la moisissure et les déjections de cafards, entre autres. Période fraîcheur, effectivement. Pendant l'hiver et lorsque le climat change, je reçois énormément d'enfants qui ont une crise d'asthme parce que ces périodes favorisent le développement des allergènes. Il faut prendre soin de l'environnement des enfants pour éviter ces crises. En fait, environnement bi xalé yu nek. Lolou mo ci gëna am solo. J'évite la poussière, j'évite les fumées avec quelques membres, les animaux, chats comme on le dit, même les moutons aussi. Chaque année dans le monde, 300 millions d'asthmatiques sont enregistrés. 80% des décès dus à la maladie surviennent dans les pays à faible revenu. Une modification du mode de vie est aussi nécessaire que de bons traitements afin de contrôler cette affection responsable d'un grand nombre de décès évitables. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. 21h, retrouvez Mansour avec ses invités. Il donne le top départ de la rétrospective 2016, les faits saillants de l'actualité politique. Ce sera en direct sur notre antenne. Bonne suite de programme. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de cette édition. Crise politique